du coup, en fait, on attend que les gens ils arrivent. D'accord. Après, ça va monter. Vous avez prévenu tout le monde. Ah ouais, c'est ça, en amont. En amont. On a prévenu tout le monde. Salut tout le monde, on se retrouve en direct de Marseille, comme je vous l'avais dit, avec le docteur Louis Fouché qui nous reçoit aujourd'hui. Donc vraiment, merci beaucoup. Merci à vous de me recevoir. Ouais, c'est vraiment un grand honneur de pouvoir parler avec vous, de vous avoir en live. Donc on va pouvoir échanger avec le docteur Louis Fouché. Vous aurez bien sûr la possibilité de poser des questions, de laisser des petits commentaires. N'hésitez surtout pas à interagir avec nous. On va essayer de faire ça le mieux possible, de pouvoir interagir avec tout le monde sans que la vidéo se barre. Alors docteur Louis Fouché, donc, vous êtes aujourd'hui à Marseille, là où vous travaillez. Vous avez aussi un collectif qui s'appelle Réinfo Covid. Ouais, moi je suis médecin anesthésiste réanimateur, en fait je travaille en réanimation. Et ça a été mon premier contact avec le Covid, en fait finalement c'est de soigner des patients Covid. Et petit à petit de découvrir qu'il y avait vraiment une distance entre la réalité de ce que je vivais et puis ce qui était raconté dans les médias et par le gouvernement. En fait, de m'apercevoir qu'il y avait une tension qui devenait presque douloureuse à la fin entre mon existence et voilà. Par contre ça m'a permis de me protéger. C'est-à-dire que le fait d'être au contact avec le réel, avec la réalité, avec les patients, de pouvoir travailler, de continuer à travailler pendant le confinement, pendant le deuxième confinement, ça a permis de ne pas devenir fou, oui. En fait, et de pas céder à la propagande officielle. Et au bout d'un moment, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, il y a vraiment... ça pue, quoi. Je ne sais pas comment dire ça. Il y a une telle distance entre ce que je vis et ce qui est raconté qu'il faut essayer de réagir. Et donc j'ai essayé d'en discuter autour de moi avec les médecins, avec les médecins de l'hôpital et puis de l'ensemble de mon institution. Et il y a eu quelques réactions très agressives, une dizaine en fait. Et j'ai essayé d'aller les voir chacun. En fait, je peux vous parler après de pourquoi ces réactions. Puis par contre, une centaine de gens qui m'ont dit oui, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on ne comprend pas, etc. Mais on ne veut pas forcément... former un collectif ou quelque chose parce qu'il y aurait trop de pression sur le travail. Moi je suis en train de devenir professeur, j'ai pas envie qu'on embête pour ma carrière, etc. Donc il y avait quand même une majorité de gens qui pensaient qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais qui osaient pas finalement se mettre en mouvement. Voilà. Et sur la dizaine de personnes qui m'ont agressé, il y en a certains qui ont traité d'emblée de complotistes, alors que juste je posais la question de mais qu'est-ce qui se passe en fait? C'était au moment de fin juillet en fait, ou fin août, où on nous faisait mettre des masques alors que l'épidémie était terminée, qu'il n'y avait presque rien en fait, qu'on n'avait plus de patients dans les services, et il n'y avait pas d'indice réel pouvant nous dire tiens il va y avoir un rebond épidémique ou quelque chose, mais tout le monde parlait de deuxième vague alors qu'il n'y avait pas de data en fait. Oui, exactement. Et que les épidémiologues eux-mêmes quand ils projetaient n'était pas complètement au clair. J'essaie de le remettre dans le truc. Donc on n'avait pas c'était difficile d'avoir des datas très fiables. Comme ça. On a un petit souci de téléphone, excusez-nous. Au niveau du son, j'espère que ça va. Justement, c'est donc au mois de juillet où vous avez commencé à... Ouais, enfin c'est fin août, au courant d'août, voilà. À la fin des vacances, quand on est revenu, qu'on voyait qu'il n'y avait rien de spécial. Là, j'ai lancé un appel au sein de mon institution. Et on a commencé à former un petit groupe avec des soignants, des médecins, des administratifs, en se disant il se passe quelque chose qui ne va pas. On va essayer de mieux comprendre en fait, et puis d'essayer d'interpeller les gens autour de nous. Et c'est resté assez discret. Et puis il y a eu 2 tribunes coup sur coup ensuite de Laurent Muchieli, qui est un sociologue d'Aix-Marseille. Une première sur la narration de la peur. En fait, pour moi, c'était vraiment ça au départ, le questionnement, c'était mais pourquoi est-ce qu'on cherche à nous faire peur autant en fait, pourquoi dans les médias, systématiquement, les gens sont apeurés. Et puis une deuxième sur essayer de ne pas aller vers un reconfinement. Parce que ça semblait vraiment excessif, complètement à côté de la plaque. Et voilà. Et donc ces 2 tribunes-là, elles ont attiré environ 300 médecins, chercheurs, universitaires à chaque fois comme signataires. Et ça, c'est devenu la base du collectif qui a essayé de reprendre les datas, d'essayer de redonner une compréhension de la réalité en fait, sortir de ce qu'on nous racontait pour essayer de revenir vers une intelligibilité sur le réel qui soit plus aboutie. Et puis en fait, par la force des choses, il y a plein de gens qui se sont agglomérés, des artistes, plein de soignants de tous les côtés.
Et des citoyens, des chefs d'entreprise, des gens qui ont une PME, des restos, etc., des journalistes. Et petit à petit, ça a grossi en fait, qui montrait qu'en fait, on était utile, que quelque part, on n'était pas à côté de la plaque. Et de fil en aiguille, on a décidé d'avoir 4 raisons d'être bien précises, de poser les raisons d'être de ça. Mais pourquoi est-ce qu'on est là? Et les raisons d'être de Réinfo Covid. Alors on a hésité sur le nom aussi, hein. Au début ça s'appelait Soignants pour une politique sanitaire juste et proportionnée, mais c'était long à dire, il n'y avait pas d'acronyme, et donc on est devenu Réinfo Covid, ça paraissait plus facile à retenir. C'est plutôt bien. Voilà. Et au début on a bricolé, c'est-à-dire que le premier site internet a été fait avec des outils des colibris, dont moi je faisais partie. Les colibris c'est un mouvement écolo, on va dire, et avec beaucoup de travail sur la coopération et la gouvernance, en fait, la gouvernance partagée, essayer d'avoir la juste tension entre l'étincelle individuelle et la raison d'être collective, de laisser l'individu émerger, mais tout en étant cohérent avec le groupe et le collectif. Et donc, moi, j'ai utilisé les outils qui étaient fournis par Framasoft, par YesWiki, des choses comme ça, en fait. Des outils vraiment coopératifs, pas protégés du tout, en open source, etc. Et on a mis en place un site internet, un truc pour discuter, et puis c'était le tout début, quoi. Mais on a vraiment essayé de poser 4 raisons d'être, c'est à quoi on sert. Et ça venait pas de nulle part, hein, cette idée de raison d'être, c'est l'idée vraiment d'avoir quasiment comme un slogan, comme une espèce de maxime qui résume mais à quoi vous êtes utile, pourquoi est-ce que ce collectif il est utile pour le monde. Et donc les 4 raisons d'être, il y en a un certain nombre d'entre vous qui les connaissent peut-être, hein, mais c'est de sortir de la peur, et ça c'était vraiment la première, quoi, avec l'idée que la peur nous paralysait de tous les côtés. Et nous empêcher d'agir, et en plus que tout le monde avait peur en fait, de tous les côtés que ce soit, c'est-à-dire vous avez des gens qui avaient peur du virus, des gens qui avaient peur pour leur mamie, des gens qui avaient peur de Bill Gates, des gens qui avaient peur du néolibéralisme mondialisé, des multinationales, des gens qui avaient peur juste d'être confinés ou de perdre leur boulot ou de perdre leur emploi. Mais en fait tout le monde était dans la peur, et on ne peut pas vivre de manière prolongée dans la peur, quoi. Ça rend malade en fait. Ça détruit le système immunitaire, ça détruit le lien. Plein de plans finalement en fonction des personnes, mais on sentait que c'était quand même quelque chose qui sclérosait tout le monde en fait dans l'action. Exactement, ça empêche complètement l'action. Et pour nous ça allait même plus loin, c'est-à-dire que pour la partie psychologique du collectif, ou ceux qui font de l'hypnose ou des choses comme ça, c'était une peur qui était volontairement orchestrée, justement pour interdire la réflexion, pour vous mettre comme un lapin dans les phares qui est plus capable de comprendre ce qui lui arrive et qui va... Et en fait, c'est une des techniques d'induction hypnotique. Dans les inductions flash hypnotiques, quand vous essayez d'hypnotiser quelqu'un, il peut y avoir des méthodes brutales en fait, comme celle de Mesmer ou celle des hypnotiseurs de rue, qui consistent à vous mettre dans une situation où vous n'avez pas de réponse préétablie qui existe dans votre cerveau. Et comme vous n'avez pas de réponse préétablie, ça tombe tout le temps, il n'y a pas de réponse préétablie dans le cerveau, finalement vous vous retrouvez paralysé en fait. C'est une situation incongrue, comme si quand vous vous faites agresser ou dans les histoires de viol ou de choses comme ça, les gens restent tétanisés en fait, et pendant plusieurs jours après on se dit mais j'aurais dû réagir, j'aurais dû faire quelque chose, et s'envolent même, deviennent coupables en fait de ne pas être capables d'avoir réagi, alors qu'en fait ça fait partie de la grammaire du cerveau, de ne pas pouvoir créer comme ça dans un temps très court une réponse de novo à une situation complètement incongrue. Et donc si jamais vous faites ça dans le cerveau de quelqu'un, c'est comme si vous ouvriez une brèche dans le cerveau et vous donnez l'occasion à l'hypnotiseur de fournir la solution en même temps qu'il a créé le problème. Et voilà, tu survis si tu te laisses faire ou si tu bouges pas. Et donc là, on est vraiment dans cette histoire-là d'hypnose très clairement. Donc la première raison d'être, c'était de sortir de la peur. Et pour nous, pour sortir de la peur, il y avait besoin de revenir au réel en fait, d'arrêter d'être le nez collé sur des courbes ou dans un monde virtuel qui soit que sur internet ou que par médias interposés, mais de regarder dehors en fait simplement. Et dehors, il n'y a pas de raison d'avoir peur quoi. On voit pas des gens, on voit pas des gens avec le Covid dans des convois funéraires. Sans fin, etc. Il y en a des malades. Il ne faut pas dire qu'il n'y a rien, et c'est pas du tout mon propos ni le propos de Réinfo Covid. C'est juste le mettre dans la juste proportion, quoi. Oui, c'est de se dire, est-ce qu'on est finalement toujours sur ce critère de pandémie qui a été finalement décrété au départ par l'OMS, ou est-ce qu'aujourd'hui on peut même reconsidérer peut-être un petit peu les critères qui ont été réévalués en fonction de ce qui s'est passé? Alors déjà, les critères de pandémie en fait avaient été réévalués par rapport aux critères habituels de grippe qu'on utilise, qui sont un certain nombre de patients par milliers d'habitants
ou par 100 000 habitants. Et on n'était déjà pas, en fait, dans des critères de pandémie. Donc, on a l'impression qu'il y a eu une orchestration médiatique, en fait, d'une panique générale, en fait. Et sur quelque chose qui est la survenue d'un virus qui est peu ou prou l'équivalent de la grippe, en fait, en termes d'ordre de grandeur. Effectivement, il y a une épidémie, il y a une pandémie, si vous voulez, mais on est plutôt entre la 9e et 14e épidémie en termes de volume de mortalité. On va sortir bientôt un petit récapitulatif des différentes épidémies et quelle est la réalité de la létalité, de la mortalité de cette épidémie. La létalité, c'est le nombre de morts chez les malades qui sont SARS-CoV-2 positifs, ou un test positif. Cette létalité, à Marseille, à l'IHU, c'est-à-dire quand on traite bien les gens, qu'on fait correctement le boulot, elle est à 0,5%. C'est-à-dire vous avez 99,5% des gens avec un test positif qui survivent. Bon, ça va en fait. Ouais, ça permet, déjà ça permet de souffler quoi quand même. Ouais. Après, si vous prenez d'autres séries ailleurs, quand vous traitez même pas très bien les gens, peut-être si on le met un peu plus au milieu, comme ça. Je vais faire ici. Hop. Les aléas du direct. Si vous prenez d'autres séries, on est à 1,1, 1,2% de létalité. C'est-à-dire, encore une fois, les morts chez les gens qui sont SARS-CoV-2 positifs. Et la mortalité, c'est-à-dire si vous prenez sur toute la population, elle est aux alentours de 0,05%. D'accord. Donc, il y a 99,95% des gens qui survivent à cette histoire. Alors, vous allez me dire, ok, il y a les gens qui survivent, effectivement, c'est pas un truc qui tue tant que ça. Et qui est-ce que ça tue? Ça tue des gens un peu particuliers, c'est pas vous et moi en fait. Quand les gens vont bien, il n'y a pas de raison d'avoir peur de ce truc-là. Ça tue des gens qui ont déjà des maladies en amont, des maladies bisimmunitaires, c'est-à-dire qui ont un système immunitaire qui est abîmé, qui n'est pas prêt à se défendre comme il faut, ou des gens qui ont déjà dans leur corps toute l'inflammation qui est prête à exploser comme une grenade, qui serait prête à être dégoupillée. Et ça, c'est les gens qui ont notamment de l'obésité. L'obésité, hypertension, diabète, des gens qui sont déjà dans un état pré-inflammatoire en permanence. Et cela, en fait, l'arrivée du virus va déclencher la grenade, en fait. Et c'est pas tant le virus qui va les tuer que leur propre réaction inflammatoire, leur propre orage cytokinique qui va se passer. Donc c'est les gens âgés avec des maladies compliquées, sous corticoïdes, etc. Donc la narration médiatique qui consiste à dire que n'importe quel jeune peut être touché à n'importe quel âge, etc., c'est juste pas vrai. En fait, c'est juste pas vrai. Vous aurez toujours des moutons à 5 pattes, vous aurez toujours un jeune de 25 ans à qui c'est arrivé et qui a fait une forme très grave. Oui. De même, vous aurez souvent dans les centres-villes des grandes villes, dans les réanimations de référence, entre guillemets, qui ont des techniques que d'autres n'ont pas, et ben, ils vont avoir les cas les plus graves des patients les plus précieux, entre guillemets. Donc ces chefs de service ou les médecins de ces services-là, ils vont avoir un biais cognitif, ils vont avoir l'impression que la maladie c'est ça. Mais si on regarde le tout venant, c'est pas vrai. La quantité de jeunes dans cette histoire est plutôt faible. En fait, c'est pas une maladie qui touche les jeunes. Et c'est surtout pas une maladie qui touche les enfants aussi. C'est une des choses qu'on peut dire. Les enfants sont pas malades, ils sont pas vecteurs, ils sont pas contaminants. On peut le développer sur pourquoi je dis ça. Il y a plusieurs arguments pour le dire, mais en gros, sur les 7 millions de moins de 15 ans en France, il y a 7 millions de jeunes de moins de 15 ans, il y a eu 3 morts. Et ces 3 morts, il y en a 2 qui avaient des comorbidités extrêmement lourdes, c'est-à-dire des maladies en même temps qui étaient extrêmement lourdes, et un 3e, on ne sait pas. Donc si on masque les enfants au motif qu'ils seraient malades, déjà c'est pas vrai. Ensuite, si on masque les enfants au motif qu'ils transmettraient la maladie aux autres, c'est pas vrai non plus. Ils ne sont pas contaminants, ils ne sont pas vecteurs, ils ne sont pas réservoirs. Ça, il y a plusieurs éléments pour le dire, mais c'est la cohorte de Creil, notamment, à côté de Paris, en fait, dans l'Oise, qui montre qu'il n'y a pas eu de cas contact en fait, vectorisé par les enfants. De même, il y a eu le suivi d'un cas contact aux contamines dans les Alpes, je crois, pas très loin de Grenoble, qui montre qu'il y a eu, en fait, sur un enfant qui a eu 178 cas contacts, qui est passé à travers 3 écoles, qui avait 3 frères et sœurs, il a contaminé 0 personne, en fait. Donc, il y a une peur irrationnelle sur les enfants, et on peut parler de ça plus avant, mais voilà, je ne veux pas trop dériver, vous me bloquez quand je dérive trop. C'est très bien, parce que ça permet justement de comprendre aussi le cheminement. Ouais, il y a l'idée de sortir de la peur, quoi, et de reprendre
point par point, c'est-à-dire les masques, est-ce que ça sert à quelque chose? Le confinement, est-ce que ça sert à quelque chose? Le fait de la distanciation sociale, est-ce que ça sert à quelque chose? Bah, la réponse, c'est que c'est souvent pas univoque, c'est pas oui ou non, c'est pas blanc ou noir. Par exemple, sur les masques, les masques FFP2, c'est-à-dire ceux qui protègent vraiment, les masques canards, probablement ils sont utiles à ceux qui ont des antécédents, à ceux qui feraient des formes graves. Et il faudrait les réserver à ces gens-là et puis leur fournir gratuitement au nombre qu'il faut, qu'ils l'utilisent correctement, etc. Par contre, ces mêmes gens-là à risque, si vous leur donnez des masques standards chirurgicaux, ça c'est une imposture, ça les protège pas vraiment. Souvent vous l'avez depuis 2 mois dans la poche, il est dégueulasse, etc. Et donc c'est une imposture quoi. Les masques en population générale, allez-y, ouais. Ah non, pas de souci. Est-ce que toutes ces mesures, justement, elles cachent pas tout ce qui s'est passé avant? C'est-à-dire que les médecins de ville n'ont pas pu peut-être soigner correctement, qu'il y a eu des bâtons dans les roues par rapport au traitement. Est-ce qu'aujourd'hui, on s'attarde aussi sur des détails, alors que si on voit dans le global, comme vous le faites avec le collectif, et ce que vous faites au quotidien, on se rend compte qu'il y a des choses dont on ne parle pas suffisamment, peut-être? Ouais, toute la politique sanitaire, globalement, a été aberrante, incohérente, confuse, à tel point que les gens étaient plus vraiment capables de savoir s'ils étaient... je suis en tailleur, comment je peux me mettre droit pour... était super confuse. C'est une des techniques qu'on utilise en hypnose pour perdre les gens, pour arriver à leur mettre ce qu'on veut dans la tête, c'est la confusion. Quand vous dites tout et son contraire, en fait, à la fin, vous arrivez à prendre le contrôle sur quelqu'un. Parce qu'il ne sait plus quoi penser, en fait. C'est une phrase d'Hannah Arendt qui dit ça, qui dit quand tout le monde ment, le problème c'est pas que les gens vont croire les mensonges, c'est qu'ils croient plus à rien, en fait. Et que, voilà. Donc sur les masques, on vous a dit tout et son contraire. Sur le confinement, on vous a dit tout et son contraire. Un des problèmes, c'est qu'on vous emmène aussi dans une sorte de labyrinthe. C'est comme si vous étiez pris dans un labyrinthe, vous ne savez plus vous repérer. Et au fur et à mesure, on crée des nouvelles bifurcations et on vous emmène là où on veut. Et de toute manière, vous êtes perdu, vous êtes dans le labyrinthe, quoi. Et vous auriez du mal à faire demi-tour parce que vous seriez encore plus perdu de savoir par quelle bifurcation il faut prendre. Aujourd'hui, quand Jean Castex dit qu'il faut ouvrir les stations de ski, mais fermer les remonts de pente, on peut réouvrir à telle date, tel truc et tel autre, mais pas tel machin, et puis de telle heure à telle heure, etc. On continue dans une espèce de narration labyrinthique. Et il faut sortir du labyrinthe, quoi. Et pour sortir du labyrinthe, il faut casser les murs, ou alors il faut monter au-dessus, ou alors il faut suivre le fil d'Ariane. Donc suivre le fil d'Ariane, c'est arriver à suivre quelqu'un en qui vous avez confiance, qui vous guide jusqu'à une sortie. À mon avis, casser les murs, c'est encore mieux. Et monter sur les murs pour aller regarder et avoir une vision plus ample du labyrinthe et voir qui vous emmène à un endroit où vous n'allez pas aller, ça c'est le plus important. Pourquoi? Parce que ce labyrinthe de mesures aberrantes, il vous emmène vers quelque chose dont probablement vous ne voulez pas. Vers quoi il vous emmène? Il suffit de regarder, en fait, tout est dit, tout est explicite, quoi. C'est-à-dire, vous avez le nez collé dans le guidon à savoir est-ce qu'il faut le masque à telle heure, est-ce qu'il faut être confiné de telle heure à telle heure, ah mince, je suis en train de perdre mon boulot. Mais dans le même temps, on va dire qu'il y a plusieurs centres dans cette histoire. Dans le même temps, vos enfants sont en train de souffrir, en fait, d'avoir des masques, sont en train d'avoir mal à la tête le soir, d'être épuisés, de faire des malaises pour certains à l'école, de ne pas pouvoir apprendre les langues avec un masque. Pour un enfant, vous imaginez, enfin c'est pas possible en fait. On a besoin de mettre l'articulé avec les phonèmes. Donc on est en train de faire souffrir les enfants, on est en train de faire souffrir les personnes âgées qui sont toutes seules. Là, on recommanderait même qu'il ne faudrait pas prendre le réveillon avec elles, les laisser dans la cuisine avec la demi-bûche. C'est du délire en fait, c'est du délire complet quoi. Les personnes âgées vont mourir de l'absence de lien. Elles ne vont pas mourir du Covid, elles vont mourir de l'absence de lien de manière très très efficace. Vous êtes en train de faire souffrir le groupe social parce qu'en fait, il s'étire en fait tous les fils qui nous lient les uns aux autres. Petit à petit, se relâchent. Il n'y a plus de sourire, il n'y a plus de relation. Les gens se montrent du doigt parce qu'ils ne sont pas à la bonne distance dans la queue de la cantine ou parce qu'ils n'ont pas le masque comme il faut. Se mettent à faire la police en fait à la place de la police, dans une posture finalement très agressive. Dans un camp comme dans l'autre, c'est-à-dire que les gens qui n'ont pas de masque vont aller crier sur ceux qui ont un masque en disant vous êtes des moutons, vous n'avez rien compris. Les autres qui ont des masques vont dire vous êtes des anarchistes qui sont anti-tout et qui êtes individualistes, qui ne pensaient pas aux autres. Et en fait, ça tire sur le lien social et ça détruit tout. Il y a plusieurs centres à regarder, quoi. C'est les effets collatéraux de la politique sanitaire, on pourrait dire. Et c'est une des choses, nous, qu'on voulait montrer avec Réinfo Covid, c'est de sortir un petit peu des questionnements, des plateaux télé.
des plateaux télé sur la courbe épidémique, etc., et montrer ces effets collatéraux. Et on les montre de deux manières. On les montre par les études qui sortent sur le sujet, mais on les montre aussi par des témoignages. Et donc on a tout un champ de recueil de témoignages des gens. Et donc les gens ils peuvent écrire à Réinfocovid, témoigner @réinfocovid.fr. Puis là on a Anne-Gabrielle et d'autres, et Fiona, etc. Enfin il y a d'autres gens qui sont en charge, et notamment plein d'orthophonistes qui ont pris ça en main. Et c'est presque une psychothérapie pour les gens, parce que souvent ils arrivent avec gros sur la patate, sur tout le Covid. Et on les aide à essayer de focaliser leur témoignage et leur souffrance, savoir vraiment à quel endroit elles se situent. Parce que on va pas tous être pareils. Il y a des gens, ils vont souffrir parce qu'ils ont perdu leurs amis, de vouloir se protéger des folies du gouvernement. Il y en a d'autres, ils vont avoir peur de Bill Gates, D'autres, ils vont avoir peur de finir dans un camp s'ils sont pas d'accord pour être confinés, pour être vaccinés ou des choses comme ça. D'autres, ils ont peur pour leur maman ou pour leur propre santé. Il y a des gens qui ont des Covid longs aussi qui nous écrivent et qui nous racontent, qui nous disent mais moi je sais pas trop à quoi m'en tenir. Vous dites que c'est pas si grave, mais moi ça fait un moment que je suis malade, etc. Donc ça aussi c'est intéressant d'avoir ce retour-là. Notre idée c'est vraiment d'ouvrir le dialogue, pas de le fermer. On prétend pas qu'on a raison ou tort. On prétend que l'épidémie elle existe, qu'elle a mis en tension le système de santé de manière importante, et qu'en fait elle a mis en tension notre société de manière importante aussi, en montrant tout ce qu'elle est déjà pas avant. C'est pas l'épidémie en elle-même qui favorise les choses. Exactement comme la maladie, c'est pas elle qui vous tue, c'est pas le virus qui vous tue, c'est votre réaction du corps inflammatoire qui va vous tuer. Là c'est pareil, c'est pas l'épidémie qui va tuer notre société, c'est la réaction du corps social, du politique, du système économique qui surréagissent en fait et qui se mettent à devenir fous. C'était le terrain qui était déjà à mal, et là ça a été la petite étincelle en plus qui a fait tout s'embraser. Exactement, ouais. Et donc c'est aussi un des points importants dans le fait de raconter cette histoire, plusieurs fois d'y revenir en fait, c'est de voir les différents centres, parce que la vérité elle n'est pas à un endroit avec un seul centre, totalement. Avec une seule personne qui a raison. Il va y avoir plusieurs vérités. Il y a celle de ceux qui ont fait un Covid long, celle de ceux qui sont en réanimation avec des malades jeunes en centre-ville et qui ont peur parce que leur réa se remplit, etc. Celle des familles qui ont eu des gens qui ont été très malades et qui sont morts en réanimation. Mais ça, c'est un petit nombre de gens, on va dire. Et puis, il y a l'immense majorité des gens qui sont dans la souffrance de perdre leur boulot, dans la souffrance de plus savoir à quoi s'en tenir, dans la souffrance de voir que la science elle-même, la publication médicale, elle est devenue complètement frelatée, elle est plus capable de nous dire la vérité. Alors si les médecins sont plus capables de nous dire la vérité, mais qui alors ? C'est peut-être la question aussi. Sur une maladie justement. Et donc ça fait qu'il y a une espèce d'isolement, d'essolement en fait de chacun. Et je crois que cet essolement, que les crises elles surviennent pas pour rien. Les crises dans une vie par exemple, elles se reproduisent plusieurs fois. Et de manière incrémentale en général. Si vous avez un chéri qui est pas sympa, vous traite comme de la merde, etc., mais qui est beau, vous allez vous faire larguer, etc., puis en retrouver un autre pareil, et puis de manière incrémentale, jusqu'à ce que peut-être vous en rabattiez un peu, vous trouviez un petit gros gentil, mais qui vous aime, et drôle, et qui a envie de vivre avec vous, et puis ça y est, en fait, vous avez résolu le problème. C'est que en fait, vous cherchiez une espèce d'Apollon qui servait à rien, et non, en fait, il fallait juste avec quelqu'un qui vous aime, quel que soit son aspect ou son physique. Enfin bref, la vie vous ramène comme ça, le même problème souvent, de manière incrémentale, jusqu'à ce que vous le résolviez. Et de crise en crise, vous force à apprendre. Souvent, ce qui est drôle, c'est que pour les gens extérieurs, la crise, elle est évidente. C'est-à-dire que quand vous regardez quelqu'un et ses problèmes dans la vie, vous avez envie de l'aider, de lui dire, mais sauf que ça marche pas. Il n'entend pas ce que vous dites. Là, c'est pareil. La crise qu'on traverse, elle est le point d'orgue de plein d'autres crises qui étaient déjà là. La crise financière était déjà là. On avait depuis bien avant les subprimes et 2008, on avait déjà une crise systémique. Là, vous pouvez écouter Gaël Giraud sur ce sujet-là, qui est un économiste qui est un peu connu, qui l'explique très bien, notamment dans une interview à Thinkerview, si vous voulez, mais qui explique la dette des ménages, la dette des étudiants américains, la dette chinoise, et tout ce système de la dette petit à petit, et des banques financières qui spéculent sur les marchés financiers. Donc une financiarisation progressive de l'économie. On avait déjà une crise sociale, de savoir qu'est-ce que c'est nous. On avait du mal avec nous, parce
Que là, on était plutôt des individus juxtaposés, C'est ça. chacun sur Internet, avec son petit réseau social, ses friends, à faire tous la même photo de petit-déj ou bien de sa balade et à attendre le nombre de likes en fait pour s'individuer. Donc on avait déjà un problème de société en vrai, d'arriver à faire nous, avec chacun qui se repliait un peu dans des groupes communautaires. Moi je suis chrétien écolo, moi je suis musulman salafiste, moi je suis je sais pas quoi. Et puis à essayer de se monter les uns contre les autres, alors qu'en fait, au fond non. Si on réfléchit, on aspire plutôt à la paix et à la joie en fait. Donc il n'y a pas vraiment de raison de se battre, ni pour une histoire d'argent, ni pour une histoire de religion, ni pour une histoire de quoi que ce soit. Donc toutes ces crises, elles étaient déjà là. Que les médias soient corrompus, c'est pas nouveau en fait. Si vous demandez aux gens dans la rue, vous dites mais les médias ils vous disent la réalité, la vérité. Bien sûr que non quoi. Sauf que après vous leur dites mais alors pourquoi tu me racontes ce qu'on t'a dit la veille sur BFM? C'est ça. Ah ouais, je sais pas, ouais. En fait, ça participe d'une hypnose collective qu'on appelle la fabrique du consentement. Ça a été bien décrit par un auteur qui s'appelle Noam Chomsky, qui explique ça, le manufacturing consent ça s'appelle, et qui explique ce phénomène d'ingénierie sociale. Alors on passe beaucoup de sujets en revue là, vous arrêtez si on dit n'importe quoi, mais on passe beaucoup de sujets en revue. Ce phénomène d'ingénierie sociale, il est très connu parce qu'en fait c'est souvent celui-là qui va déclencher des guerres ou déclencher des déferlements de violence. Et notamment au Rwanda, il y a la radio des 1000 collines qui est un peu connue pour avoir attisé les haines entre Hutus et Tutsis pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, jusqu'à appeler au meurtre et jusqu'à ce que ça déclenche le massacre qu'il y a eu au Rwanda. Donc on sait la puissance en fait d'une narration, de quelqu'un qui raconte une histoire, et surtout quelqu'un qui raconte une histoire de peur et de haine. Vous n'avez qu'à regarder les étals dans les librairies et le nombre de polars qui se vendent, de gens qui se complaisent finalement dans le fait de lire des romans noirs, des choses sombres, parce que c'est une sorte de reflet de la part sombre d'eux-mêmes, mais ça ne fait exister que ça. Or ce que vous pensez, ce que vous lisez, ce que vous dites, c'est le monde que vous faites. Là c'est une vision bouddhique des choses on va dire, et yogique, mais le monde que vous créez, c'est celui que vous créez, que vous voulez en fait. Donc bon voilà, donc toutes les crises étaient là et on pourrait les résumer, ou essayer de les traverser une par une, mais il va falloir trouver les différents centres qui racontent l'histoire du Covid de manière différente de celle que nous racontent les médias mainstream. Et nous c'est ce qu'on essaie de faire avec Réinfo Covid en fait, d'ouvrir le sujet du débat et de sortir du labyrinthe dont je vous parlais tout à l'heure pour essayer d'entrevoir vers quoi on nous amène. Et essayer de savoir est-ce qu'on est d'accord avec ça ou est-ce qu'on n'est pas d'accord avec ça. À mon sens, ce vers quoi on nous amène, c'est ce qu'on appelle un déferlement totalitaire, c'est-à-dire une augmentation progressive de mesures totalitaires qui visent, qui remplacent le contrat social habituel. Le contrat social, c'est l'idée qu'il y a une espèce de compromis au sein de la société entre les gens entre eux, avec le pouvoir, dans la distribution des pouvoirs. Et le totalitarisme est un moment où un de ces aimants-là décide de prendre le pouvoir sur tous les autres, sans négociation, sans discussion. Et donc là, vous assistez à une renégociation, c'est pas une renégociation, c'est à une destruction du contrat social de manière unilatérale par ceux qui ont l'argent et qui ont déjà le pouvoir politique et médiatique. Donc on a réuni dans les mains des mêmes personnes le pouvoir financier, le pouvoir économique, le pouvoir politique et le pouvoir médiatique. Et même le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif, en tout cas le monopole de la violence légitime. En fait, vous savez que Montesquieu a dit qu'il faut un équilibre des pouvoirs. Or là, vous avez les mêmes personnes qui ont ça dans les mains, en fait, et qui ont des marionnettes, en fait, dans chacun de ces endroits-là. Ça, c'est des conditions extrêmement défavorables qu'on a laissé se mettre en place. Et on le sait, on a laissé faire progressivement une corruption systémique qui s'est mise de manière interstitielle dans le monde des juges, dans le monde du pouvoir judiciaire, dans le pouvoir législatif, au Parlement et chez les sénateurs. Il y a une corruption systémique qui s'est mise en place. On a perdu la souveraineté, en plus on l'a donnée à l'Union européenne progressivement, qui elle-même est encore plus corrompue, une sorte de guichet d'entrée pour les multinationales. On a laissé au sein du pouvoir économique se mettre en place des monopoles, petit à petit, par des multinationales. Mais les multinationales, elles sont multinationales que parce qu'elles sont justement
en prédation maximale sur le monde. Parce que ce sont les structures les plus paranoïaques et les plus perverses. Au sein du monde de la santé aussi, en fait, en vrai. On a laissé filer la santé petit à petit dans la main, même plus des médecins, mais des puissances économiques qui sont au-dessus. Et on en a fait une industrie à produire du soin, à produire et à consommer du soin. Et plus quelque chose où on essaie de prendre soin les uns des autres, en fait. Et de prendre soin déjà de soi-même. Là, la médecine actuelle, elle vous désapproprie de votre possibilité à prendre soin de vous-même. C'est ce qui se passe finalement là aussi avec ce qu'on voit, ce qu'on est en train de vivre. Ouais. On s'en rend compte puisqu'on n'a pas le droit de s'exprimer, on n'a pas le droit de dire ce qu'on ressent, ce qu'on vit. Et même les médecins aujourd'hui sont un peu privés de ça aussi, de donner leur avis, d'avoir un avis éclairé et libre par rapport à ce qu'ils peuvent prescrire. Oui, ça. Vous parlez peut-être de la liberté d'expression en tout cas. Oui. Mais au-delà de la liberté d'expression, c'est même la liberté de penser en fait. On ne vous permet pas de penser autrement que dans le moule. Ça, c'est expliqué. Je ne veux pas forcément aller trop loin, mais au niveau philosophique, c'est déjà exploré, si vous voulez, c'est cette idée de ce qu'on appelle la prolétarisation intégrale chez Stigler, c'est-à-dire l'idée de la perte des savoirs, la perte des savoir-faire, la perte des savoir-être et la perte des savoirs théorisés. C'est-à-dire que vous avez des agents du système de santé, les médecins, qui en fait ont perdu leur savoir. Souvent, ils ont un bouquin avec un textbook où il y a un algorithme et on leur dit s'il y a tel score, s'il y a tel truc, il faut faire ci ou il faut faire ça. Et en fait, c'est pratique. Ça permet au cerveau de se relâcher un petit peu, quoi. Sauf que c'est pas subtil, c'est pas fin en fait dans la façon de soigner quelqu'un. Et surtout, ces algorithmes, ils n'ont pas été faits par vous. Ils ont été faits par des sociétés savantes ou par des experts qui eux-mêmes sont financés par l'industrie qui elle-même vend sa sauce. Donc à la fin, l'algorithme qui dit si vous avez tel score ou tel score ou tel score, il va vous emmener vers prescrit tel médicament. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous avez perdu votre savoir et perdu même votre savoir-faire. À la fin, vous allez pouvoir remplacer un médecin ou un soignant par un algorithme. Et c'est ce qu'on est en train de proposer. On est en train de vous dire, mais en fait, un ordinateur ferait mieux. Un robot ferait mieux. Dans tous les champs de la société, et notamment en santé, on dit, voilà, l'erreur est humaine. Supprimons l'humain. Au moins, on n'aura plus d'erreur. Donc, il y a une espèce petite... Et ça, c'est pas nouveau non plus. Ça date pas du Covid, si vous voulez. C'est quelque chose qui était déjà à l'œuvre quand on a commencé à numériser les collèges, les lycées, à donner des ordinateurs aux enfants, à petit mettre en place des applications. Et en fait, le problème de ça, c'est que c'est pas univoque que c'est bien ou que c'est mal. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont dire ouais, mais quand même, ça permet d'être plus efficace dans les impôts ou dans la santé, etc. C'est vrai. Mais on mesure jamais le bien et le mal de manière précise et en faisant vraiment la balance des bénéfices et des risques. Si vous prenez l'iPhone, qui est là, il nous sert à faire ça et on peut dire ça c'est chouette, on peut partager de la connaissance et tout ça. Mais dans le même temps, cet iPhone, il est fabriqué dans des villes-usines en Chine, où il y a des gens qui sont payés $3 par jour ou $1 par jour, qui travaillent 6 jours sur 7, 13 heures sur 24, qui n'ont pas de vacances, qui ont peut-être une semaine tous les 6 mois, qui sont dans des conditions de travail où c'est hyper toxique pour eux, ils se rendent malades, etc. Enfin, on a tous vu ces reportages sur les villes-usines de Apple, etc. Il y a des enfants qui travaillent. Des enfants qui travaillent, effectivement, de l'esclavagisme d'enfants. C'est lié à des terres rares qui sont dedans, qui sont le fruit qui sont dans des mines, pour le tantal par exemple, au Congo, et qui font qu'il y a des morts en fait dans les mines, parce que c'est dans des conditions d'insalubrité, etc., où les gens sont très malades. Et où ils sont très peu payés par rapport à ce que ça rapporte. Et donc il y a des guerres qui sont fomentées par les multinationales pour pouvoir mettre un fantoche en place, un pouvoir fantoche, pour pouvoir garder la main mise sur telle ou telle mine. Enfin, donc si vous faites le compte, à la fin, l'iPhone par exemple, ou toute la numérisation du monde, c'est un pacte avec le diable. Et en fait, c'est une thématique qui va pouvoir revenir souvent, cette idée du pacte avec le diable. C'est un peu comme dans l'histoire du pont, vous savez, des 3 jours pour faire le pont du diable. Il y a plein de légendes comme ça en France, où si vous allez à un endroit, dans un village X ou Y, il y a un pont qui a l'air un peu compliqué à construire au-dessus d'une rivière. On vous dit, c'est le pont du diable. Et l'histoire, c'est toujours un peu la même. C'est tous les villageois essayent depuis des années de construire un pont, ils n'y arrivent pas, à chaque fois les crues le font s'effondrer, etc. Ça pose problème, parce que les deux côtés du village, du coup, arrivent mal à communiquer, sont obligés de prendre un bac ou de faire le grand tour. Et puis un jour, apparaît un type en noir qui dit, je ne sais pas qui c'est en général, non, moi je le fais en 3 jours. Et qu'est-ce que vous demandez en échange? Rien. Enfin, presque rien. Juste votre âme. Et là, les villageois disent, l'âme, qu'est-ce que c'est? Bon, ok, ils signent là, quoi.
Et le diable fait le pont en 3 jours. Ce qui est bien, c'est qu'à la fin, en général, le diable perd. C'est-à-dire qu'il prend l'âme du premier qui va traverser le pont et on fait traverser une chèvre ou un truc comme ça qui finalement est sacrifié au diable qui part pour toujours. Et les humains gardent le pont. En fait, une bonne partie de la technologie, il y a cette idée du pacte avec le diable, c'est qu'est-ce qu'on vous enlève au passage. Si vous mesurez vraiment, l'iPhone, il vous permet de trouver un resto en 2 secondes, d'aller sur YouTube, d'aller sur Wikipédia, répondre aux questions. Mais il vous désapproprie d'un certain nombre de choses. Totalement. Déjà, vous ne connaissez plus les numéros de téléphone de vos amis. Ensuite, vous acceptez plus la durée, le temps. Tout doit être instantané. La réponse à vos questions doit être instantanée. Non, quoi. Mais c'est la mûrir, en fait. Qu'est-ce que je dois bien penser du Covid? Je suis obligé de répondre tout de suite, là, d'être sûr de moi ou est-ce que je peux m'octroyer un petit peu de temps? Ça détruit en fait votre capacité d'être en lien. Vous voyez tous ces gens dans la rue ou bien dans un repas qui sont sur leur téléphone. Ça détruit votre capacité à raconter quelque chose, à parler. Souvent les gens, quand ils racontent leurs vacances, désormais vont vous montrer la photo ou vous montrer un petit film, mais ils vont avoir du mal à le raconter eux-mêmes. Et donc ils vont vous mettre en place une espèce de scénarisation de leur vie et de leur mémoire, mais qui n'est pas leur ressenti. Alors ce qui vous intéresse, c'est plutôt leur ressenti, leurs émotions. Enfin bref, donc vous comprenez que je suis technocritique. Ça va un peu plus loin là. Je vous recommande la lecture d'un type qui s'appelle Eric Sadin, S-A-D-I-N, qui a écrit 3 super livres qui parlent de ça, de la vie algorithmique. Et on arrive au bout de ça, le bout de cet idéal algorithmique de la vie et numérique, c'est le transhumanisme, ce qu'on appelle le transhumanisme. C'est-à-dire dire l'humain est insuffisant, il aurait besoin de prothèses dans tous les sens. Et d'ailleurs, le début des prothèses, c'est les lunettes, et donc finalement, jusqu'où? Jusqu'à avoir un jack et des puces dans le cerveau, jusqu'à avoir... Ça, c'est Elon Musk. Comment? Ça, c'est Elon Musk qui a prévu exactement. Entre autres, c'est pas le seul, mais il y a plusieurs... Il y a plusieurs mouvements de ça. Il est à fond sur le truc. Et ben, on vous emmène vers ça. Est-ce que c'est un futur désirable? C'est un futur où vous dépendez de multinationales pour avoir une compétence. Or, vous l'avez déjà, en fait. Vous avez le vif, quoi, la vie en vous, et c'est le plus beau cadeau. Après, les choses vont survenir, vous mettre au défi de devenir meilleur, vous mettre au défi de réussir ou pas. Et souvent, ce défi, en fait, il vous amène au lien. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas tout vivre tout seul. Les épreuves ne sont pas faites pour être vécues tout seul. Il faut se mettre en lien avec les autres. Là, vous avez l'idée que non, vous pourriez être tout seul avec de la technique qui vous enlèverait tous vos problèmes dans un petit cocon, un techno-cocon, dans lequel l'existence serait intégralement confortable. Mais la vie, c'est pas confortable en fait. C'est pas le but de la vie. La preuve, c'est que vous partez en week-end avec votre sac à dos, un sac de couchage dans une tente, il va faire -3, vous allez dormir sur des cailloux, et en fait, ce sera le meilleur week-end de votre vie avec votre amoureuse ou votre amoureux. Et donc, l'attrait, le sel de la vie, c'est pas qu'elle soit confortable. C'est que les choses arrivent et que vous fassiez face tout seul et à plusieurs. Donc là, on a une énorme crise systémique qui est là. Et je vous ai dit qu'elle nous conduit à être esselés, à être tout seul, à plus savoir quoi penser. Justement, je crois que c'est l'occasion de transformer soit la peur, soit l'incompréhension en lumière, en essayer de comprendre ce qui se passe vraiment. Et pour ceux qui sont en colère ou ceux qui sont indignés de ce qui se passe, sans même forcément complètement savoir pourquoi, de transformer ça en courage. De vous dire, ça y est, c'est le moment où je dois devenir un héros. Je dois défendre mes enfants, rien que ça. Je dois défendre, les enfants sont, comme je vous ai dit, n'ont aucune raison d'être masqués. C'est une espèce de perversion. Donc, vous devez défendre vos enfants. Et vous allez vite vous rendre compte qu'en fait, tout seul, vous pouvez pas le faire. Vous êtes face à un mur de verre, on vous a mis face à un mur d'impuissance en permanence. Autour de vous, c'est comme si vous buttiez, quoi. Vous étiez dans une carapace de verre. Vous ne pouvez rien changer. De toute manière, Castex continuera à débiter ses folies. De toute manière, le maire est devenu fou, l'instit est folle. C'est là où il y a besoin de sortir de toute manière, et c'est toujours ou c'est jamais comme ça. Et de revenir à l'humain, à la relation. Et à ce que vous pouvez faire. Si vous cherchez à vous heurter à une multinationale, vous allez contre un mur. Vous voulez faire tomber Google ou Facebook, mais vous n'allez pas y arriver, c'est trop gros pour vous. Par contre, se remettre en lien avec l'autre, l'institutrice, le parent d'élève avec qui vous ne parlez plus,
Et juste essayer de l'écouter et de lui dire on n'est pas d'accord, mais ça vaut le coup qu'on se parle quand même, parce que peut-être on peut rester en lien, même si on n'est pas d'accord. Et avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'empathie. Parce que vous allez, avec la colère, vous allez tenter de rentrer dans l'autre, de dire mais qu'est-ce que tu fous avec ton masque, etc. C'est quoi ces conneries? Ou inversement, hein, pourquoi tu veux pas de masque, etc. Là, l'idée c'est non, je vais vers toi, je fais cet effort-là, et j'essaie d'être ouvert en fait avec mon cœur, de te proposer de t'écouter, quoi. Et c'est l'idée de Réinfo Covid, c'est une espèce de voie de la non-violence en fait. Parce que je vous ai dit, face au déferlement totalitaire qui est à court et à la destruction sociale, etc., il peut y avoir en face un déferlement de violence. Parce que vous n'avez pas envie de vous laisser faire, et donc vous allez essayer de répondre de manière violente. Sauf que c'est une spirale de violence en fait. Vous allez devenir de plus en plus violent des deux côtés. Il faut arriver à désamorcer ça. Et pour le désamorcer, à mon sens, il faut une voix à la Gandhi ou à la Martin Luther King. Une voix qui n'existe pas aujourd'hui dans le paysage médiatique ou nulle part, même dans le monde. C'est une voix qui est très peu portée. C'est-à-dire Réinfo Covid, elle la porte vraiment. Et je peux vous dire qu'on a une puissance de frappe, une force de déflagration dans le cœur des gens et pas forcément dans la tête. Au-delà de ce que je vous dis techniquement sur le Covid, juste si on commence à parler de paix, de bienveillance, en fait c'est ce à quoi on aspire profondément. On n'aspire pas à plus de pognon, plus de pouvoir, ça c'est les pervers fous quoi, qui sont au pouvoir. Se mettre en lien, voilà, souffler sur les bas et puis commencer par du facile. Pour les gens qui sont un peu seuls peut-être là, qui se disent mais c'est moi qui suis fou ou c'est les autres qui sont fous. Commencez par souffler sur les braises des gens qui sont un peu d'accord avec vous ou dont vous pensez qu'ils peuvent avoir un doute. Et mettez-vous ensemble. Parce que là, si vous vous mettez ensemble, vous allez commencer à avoir de la force, vous allez commencer à avoir de l'assurance. Et vous allez former une sorte de pack de rugby, quoi. Vous allez être capable d'avancer et il n'y a rien qui résiste, quoi. Parce qu'en face, les gens, ils sont seuls. Ils ne forment pas pack. Ils sont seuls ils croient que la narration médiatique et gouvernementale mainstream, ça les tient. Mais ça tient rien du tout en fait. C'est un fétu de paille. Ça tient pas l'histoire du masque. Ça tient pas 2 secondes. Les études sont en train de sortir les unes après les autres, démontrant que c'est des conneries quoi. Que le masque, le confinement, voilà. Pas tous les masques encore une fois. Hein, restez subtil. Le FFP2 à mon sens. Hein, après on peut discuter, mais le FFP2 pour les gens fragiles, je pense que c'est utile. Et puis au-delà, donc il y a l'idée de vous mettre en lien avec d'autres et de considérer de loin, en sortant du labyrinthe, mais vers où je veux aller. Est-ce que je veux aller vers ce monde où vous avez peut-être vu aujourd'hui, il y a une marque de fast-food qui n'est pas McDonald's, qui n'est pas, voilà, je ne veux pas faire de pub, mais qui est Kentucky Fried Chicken, KFC. KFC fait une remise de 15% aux gens qui ont l'application Stop Covid sur leur téléphone. Comme c'est dégueulasse. Comme c'est une façon de faire, mais c'est hyper moche, quoi. Et en fait, ça, c'est le premier pas. C'est le premier pas vers... alors, je parle de crédit social à la chinoise, et il y a des gens, ils ne savent pas ce que c'est. Le crédit social à la chinoise, c'est quoi? C'est, vous avez le droit de faire ci, si vous êtes comme ça. Et vous avez le droit de faire ça, si vous êtes comme si vous avez la vaccination. Et vous avez le droit d'accéder à tel ou tel service. Ça, c'est bien raconté dans Alain Damasio, dans 2 bouquins, dans Les Furtifs et dans La Zone du Dehors, où il raconte une dystopie où vous avez accès qu'à certains quartiers de la ville en fonction de votre abonnement. Et si vous êtes riche, vous avez accès partout et aux jolis parcs, etc. Et si vous n'avez même pas d'abonnement, vous êtes dans la zone, quoi. Vous êtes dans l'endroit pourri où il y a toute la pollution, etc. Là, c'est en train d'arriver. Et on est en train petit à petit de rendre la vaccination obligatoire. Pas en disant elle est obligatoire, parce que là vous vous soulèveriez, mais en disant ok, voilà, vous pourrez prendre l'avion si vous êtes vacciné. Vous pourrez aller dans l'école publique si vous êtes vacciné, etc. Et c'est pas... allez vérifier pour KFC, pour ceux qui ne savent pas. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé la pub aujourd'hui, quoi. C'est du délire, hein. Mais on est dedans, quoi. C'est ça qui est fou, ça paraît incroyable, en fait. Et les gens, ils ont du mal à le voir. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut respecter. C'est-à-dire, est-ce que tout le monde peut regarder ça en face? Pas forcément. Vous prenez des gens, par exemple, baby boomers, qui ont toujours eu confiance dans le gouvernement. Pour eux, le gouvernement, c'est un peu leur papa qui veut leur bien-être. Les médecins, c'est quand même des gens qui sont très fiables et tout ça. Donc, non, le conseil scientifique d'El Frécy, quand même.
ils auraient du mal à imaginer qu'ils soient incompétents ou corrompus ou eux-mêmes tellement apeurés qu'ils soient le nez dans le guidon et complètement... donc, je crois qu'il faut respecter ça aussi, que vous ne pouvez pas forcer quelqu'un. En médecine, on dit quand vous avez un diagnostic très difficile d'une maladie très grave où il n'y a pas de traitement, genre un cancer métastatique, etc., on nous dit pendant nos études qu'il faut annoncer le diagnostic, mais pas tout de suite. Et qu'il faut respecter l'écologie de la personne. Alors, vous avez deux façons de faire. Soit vous faites peur à l'autre, ça c'est façon hold up, on va dire. Mais vous utilisez la même technique que votre adversaire. Alors ça peut marcher parce que c'est une hypnose et peut-être qu'il y a besoin de cet électrochoc pour certains. Hein. Donc je pense qu'il faut le faire. Mais moi, c'est pas mon chemin, par exemple. Je vais pas essayer de faire un électrochoc aux gens. Je vais partir de là où ils sont et petit à petit leur ouvrir l'idée que, ok, parce que finalement, par quelques bouts que vous preniez le problème, si vous prenez le problème des masques, c'est le même problème que la vaccination. C'est le même problème que le confinement. C'est le même problème que, finalement, c'est des fractales, quoi. C'est-à-dire, vous avez les petites volutes, c'est comme les grandes volutes, c'est comme les très grandes volutes, quoi, comme dans le show romanesco. Donc vous pouvez regarder à l'étage que vous voulez. Par contre, il faut accepter de regarder pour de bon, quoi. Si vous regardez le problème des masques, et les gens vont peut-être rester sur les masques, les gens vont vous dire, ouais, mais bon, peut-être ça sert à rien, t'as raison, mais les Français respectent rien, faut qu'on reste unis. Ah, ça c'est juste. Et ça veut dire, derrière ce que vous dit cette personne qui reste attachée à une imposture, et qu'admet même parfois que c'est une imposture, hein, c'est-à-dire vous demandez aux gens dans la rue, est-ce que vraiment vous pensez que le masque est utile dans la rue? Je pense qu'il y a peut-être au moins 50% des gens qui vont vous dire, non, mais bon, enfin, il y en a qui auront peur de l'amende, il y en a qui auront peur d'autres choses, puis il y en a qui vous diront, ouais, mais il faut qu'on reste unis, quoi. Si chacun fait ce qu'il veut, ça va être le bordel. Et quelque part, ils n'ont pas complètement tort. Et donc ça, c'est juste... C'est la stratégie qu'ils utilisent pour rester unis où on n'est pas d'accord. Et là, on peut dire, ouais, je suis d'accord avec toi, j'ai envie qu'on reste unis. Et ça, c'est important. Mais est-ce qu'on pourrait le faire autrement? Et donc d'ouvrir des possibles sur comment on peut le faire autrement. Pareil, avec une instite qui a peur, ou des parents d'élèves qui ont peur, vous pouvez leur rappeler les faits. C'est-à-dire que non, en fait, ils risquent rien, les enfants n'ont pas de raison d'être masqués. Mais il y en a qui n'entendront pas. Parce que, par exemple, il y a une institutrice, elle-même, elle va avoir peur pour sa santé, parce qu'elle est un peu fragile, ou qu'elle a une maladie, vous saviez pas. Ou bien parce qu'elle-même, elle a peur pour sa grand-mère, en se disant, mais si j'attrape la maladie des enfants, et que je le donne à ma mère ou ma grand-mère, elle risque de mourir. Et ça, faut l'écouter, faut l'entendre, parce que si vous niez ce truc-là, vous êtes directement dans un contact frontal, et enfin dans l'absence de contact, en fait. Et vous n'allez pas réussir à discuter. Alors il faut réouvrir des possibles. En revanche, vous arrivez face à cette personne et vous lui dites tu sais, t'es importante pour nous, t'es importante pour mon fils ou ma fille. J'ai fait un gâteau même, en fait. Et moi, j'ai envie de laisser mon enfant à l'école. Et tu sais quoi, en même temps, je sais que je fais du mal à mon enfant en l'envoyant masqué à l'école. Vous avez mis ces deux choses-là à côté. T'es importante pour moi, mais je fais du mal à mon enfant. Est-ce que tu serais d'accord qu'on en discute déjà? Juste ça. Et avant d'essayer d'ouvrir une solution. Puis déjà de voir quels sont les tenants et aboutissants chez la personne. Puis après, si jamais c'est elle qui a peur, elle dire, mais est-ce que tu serais d'accord qu'on essaye que toi, tu aies un FFP2 ? Ça protège pour de bon. Et on veut bien se cotiser pour t'offrir des boîtes de FFP2, etc. Et qu'on laisse les enfants tranquilles. Peut-être que là, vous avez des possibles. Et là, elle va vous dire, ouais, mais le problème, c'est les parents. Et elle a raison. Et là, il va falloir aller travailler avec les parents. Et encore une fois, pour travailler avec les parents, vous ne pouvez pas le faire tout seul. Si vous êtes le seul pas masqué à l'entrée du village, enfin à l'entrée de l'école du village, vous allez vous faire laminer par les autres, parce qu'ils auront l'impression de faire corps. Même si dans ces gens masqués, en fait, il y en a 15-20% qui n'en pensent pas moins. Hein. Donc là, il faut inverser le rapport de force. Et ça, c'est hyper important, c'est de comprendre qu'un héros, ou un chevalier, il est un chevalier que parce qu'il a été armé par d'autres gens dans les histoires. C'est la princesse qui lui a donné une rose, le forgeron du village qui lui a forgé son épée, la fée qui lui a donné une potion pour lui redonner de l'énergie, la boulangère qui lui a donné un petit pain pour la route, et puis l'ensemble des gens qui le suivent sur le chemin et qui viennent, qui l'accompagnent et qui racontent l'histoire, etc. Et donc c'est pareil, vous pouvez être un héros, mais ça ne sert à rien d'être un héros tout seul qui fonce droit dans le mur dans l'opposition, ou essayer de faire comprendre des choses à des gens qui ne veulent pas comprendre. Encore une fois, le diagnostic, c'est pas tout de suite. Sinon, ils ont un mot étiquette pour ça. Ils vont vous traiter de complotiste, en fait. Et donc, ça va paralyser leurs pensées. Ils n'auront pas besoin d'aller plus loin, ça les rassure. Ouf, c'est le complot.
Mais non, non, en fait, allez-y doucement, avec beaucoup d'empathie, de douceur et prudemment, mais en étant convaincu de ce que vous cherchez à défendre, et avec d'autres. Donc mettez-vous en lien. Et ça, c'est un des deuxièmes objectifs de Réinfo Covid. On est parti de ça, hein. Désolé, j'ai un peu dérapé. C'est très bien. Le deuxième objectif, le quatrième objectif de Réinfo Covid, c'est mettre en lien tous ceux qui veulent agir. Et donc, il y a des collectifs locaux, et on est en train de créer des bébés Réinfo Covid dans certaines régions où il n'y a pas beaucoup de collectifs. Et puis, on essaie, les gens qui individuellement écrivent, on essaie de les mettre en lien avec les collectifs à côté de chez eux. Puis s'il n'y a vraiment personne, que vous êtes tout seul, bah vous prenez les outils de Réinfo Covid, les tracts, etc. Puis vous allez sur le marché ou devant l'école et vous distribuez juste avec vraiment votre cœur ouvert. Parce que ça change tout. La tonalité avec laquelle vous êtes, elle change tout en fait. Et moi, c'est une des choses où j'ai fait le choix à un moment d'être dans la paix. Et c'est inarrêtable en fait. Il n'y a pas d'argument contre ça, quoi. C'est lumineux en fait. Et c'est pas moi, hein. Moi je suis que Louis, quoi. Avec tous mes défauts, etc., toutes mes névroses et autres. C'est qu'à un moment, voilà, je pense qu'il n'y a pas plus important ici et maintenant que ce que Réinfo Covid est en train de faire, et ce que vous êtes en train de faire pour certains, ou ce qu'on est en train de faire. Il n'y a pas plus important. Parce qu'on nous emmène vers le mal, quoi, clairement, ouais. Et que donc le bien doit se réveiller, quoi. C'est un peu manichéen, hein, comme truc, mais je pense qu'il y a un peu de ça, et que là-dedans il y a plein de gens qui sont dans le gris, quoi, qui n'ont pas fait un choix définitif d'aller vers le bien, qui sont un petit peu dans une petite compromission quotidienne. Ah bon, voilà, ils sont dans le confort, ça va passer. Ah mais ça va pas passer là. Ça va pas passer parce que la crise, elle vous emmène vers encore plus de ce qu'il y avait déjà avant, quoi. Encore plus de crise économique et tout ça. Ouais, exactement. Et donc, vous n'avez pas... Si, la paix, ça arrête la matraque de la police, je pense. Je réponds à quelques trucs que je vois passer. Hein. On en a beaucoup, là. Mais je pense que ça arrête la matraque de la police parce qu'au sein de la police, il y a des gens qui n'y croient plus, qui ont posé leur casque, etc. Et surtout, si vous êtes nombreux, la matraque de la police, elle va essayer de matraquer 25 personnes, elle ne va pas y arriver, en fait. Vous allez faire Pâques, vous êtes en train de vous serrer les coudes les uns contre les autres. Et finalement, il y a un livre de Christiane Singer. Christiane Singer, c'est quelqu'un qui est mort maintenant, hein, qui est la disciple de Durkheim en sociologie, en philosophie, et qui est une mystique en fait, qui a une vision très spirituelle du monde, hein, pas forcément religieuse. Hein, la spiritualité, ça ne veut pas dire religion, mais et donc pour elle, il y a du sacré, et la vie est sacrée, le lien est sacré. Et elle fait en permanence ce grand écart entre une vision extrêmement sombre du monde, noire même, hein, de comment on va collectivement, et puis en même temps une